Une des tribunes, bondée de spectateurs, vient de s'écrouler. Le bilan est lourd, 18 morts et plus de 2000 blessés. Certains resteront paralysés à vie. Pendant toute la soirée, pompiers, SAMU, CRS et policiers sont mobilisés pour ce qui deviendra l'une des plus grandes opérations de sauvetage depuis la Deuxième Guerre mondiale. Enquête criminelle vous raconte comment et pourquoi cette catastrophe aurait pu être évitée. Furiani, c'est 10 jours de folie. On prépare pas, on monte pas une demi-finale de Coupe de France en 10 jours. Il fallait faire vite, il fallait faire n'importe quoi qui fasse que cette rencontre ait lieu. Je suis pas un architecte, hein, mais en arrivant, on voyait que ce truc-là, il aurait du mal à tenir le coup. Malheureusement, c'est l'appât du gain qui a conduit à cette catastrophe. C'est des gens qui ont pensé qu'au pognon. Ils n'ont pas pensé à l'être humain, à ces enfants morts. On a tué des hommes. C'est l'acte le plus grave. Tout commence le 22 avril 1992, 2 semaines avant le drame. Ce soir-là, Bastia vient de battre Nancy au tir au but. Le gardien bastiais Bruno Valanconi exulte. L'événement est historique. À la surprise générale, un club corse se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France. Jean-François Philippi, le président du club, est ce soir-là un homme comblé. Ce soir, c'est un grand jour pour le club parce que c'était un match très dur, vous l'avez vu. Nous sommes très heureux parce que des matchs comme ça, on va en revoir beaucoup sur Furiani. La Corse est en liesse. Toute la nuit, c'est la fête dans les rues. Mais le plus dur reste à venir, car Bastia, petite équipe de 2e division, doit maintenant affronter l'une des 3 grandes équipes de football français. Club de première division, Monaco, finaliste de la Coupe d'Europe, ou l'Olympique de Marseille, champion de France en titre. C'est le tirage au sort qui en décidera. Le lendemain soir, la télévision retransmet le tirage au sort de la Coupe de France. Jean-François Philippi, le président du SC Bastia, est fébrile. Le sort de son club est en jeu. La première, c'est le club corse de Bastia. Bastia, ils sont contents, ils vont recevoir. Et qui vont-ils recevoir? Ils vont recevoir Marseille. Voilà. Bastia-Marseille, ça va faire exploser Furiani. Thierry Roland parle d'explosion, car Bastia-OM, c'est en quelque sorte David contre Goliath. C'est vrai que il y a eu un petit murmure, hein, comme toujours quand il y a un gros choc qui sort lors d'un tirage au sort. C'était carrément Goliath, l'Olympique de Marseille écrasait tout sur son passage. C'était la référence européenne, ils avaient battu Milan, ils avaient battu les plus grands d'Europe. Ils se baladaient dans le championnat français. François Santoni a été assassiné en juillet 2001. Dirigeant nationaliste, il était présent le soir du drame au stade de Furiani. Le club de Bastia, c'est un petit peu l'équipe nationale en Corse. Et c'est la Corse c'est pas la Corse contre l'OM, hein, c'est la Corse contre la France. Mais voilà, au-delà de l'affiche sportive, le hasard a voulu que le match se déroule dans le vieux stade de Bastia. Et c'est bien là le problème. Si j'avais tiré Marseille-Bastia et non pas Bastia-Marseille, évidemment, ces choses-là ne seraient pas arrivées. Car en Corse, et tout le monde le sait, il n'existe aucun stade capable d'accueillir un tel événement. Voilà à quoi ressemble le stade de Furiani, où doit se dérouler la rencontre. Un stade de campagne plus qu'un stade professionnel. À peine 6000 places, des tribunes rouillées, de nombreuses normes de sécurité n'y sont pas respectées. C'est pourquoi, dès le lendemain du tirage au sort, les autorités sont inquiètes pour le déroulement du match. Comment vont-ils faire pour mettre autant de gens qu'ils le pensent dans ce stade en l'état actuel? Furiani, à l'époque, était fait de briques et de broc. Vous aviez des tribunes en plastique, des tribunes en bois, des tribunes en fer, des tribunes en béton. C'est vrai que Furiani, barbelé, le machin, c'est tout juste qu'il n'y avait pas les miradors aux 4 coins, je veux dire. Bon, donc on pouvait craindre que le stade soit trop petit, quoi, c'est tout.
Le président de Bastia le sait, son stade est vétuste et trop petit. Alors il a une idée, agrandir le stade et tripler sa capacité d'accueil. Aussitôt après le tirage au sort, Jean-François Philippi en fait part à un membre de la Fédération française de football. Et voilà ce qu'il lui dit. J'ai téléphoné à Bastia, tout est enclenché, les travaux sont commandés, nous rasons tout. Je lui ai dit, mais vous croyez que vous aurez vraiment le temps de faire tout ça? Oui, vous verrez, vous verrez. L'idée de Jean-François Philippi, raser cette tribune appelée Claude Papy, la plus vétuste, et à la place, sur toute la longueur du stade, construire cette tribune provisoire, gigantesque, longueur 100 mètres, capacité 10 000 places. Le match Bastia-OM est fixé au 5 mai. Le temps est compté, il ne reste qu'une dizaine de jours. Pour les autorités, le projet paraît insensé. Ce qui nous inquiète, c'est les délais, c'est les 10 jours. Moi, vous me dites, on va construire un stade de 10 000 places en 4 mois, en 5 mois, en 6 mois. Peut-être, je ne suis pas technicien, je ne suis pas ingénieur, je ne sais pas si c'est possible ou pas. En 10 jours, une tribune, au début j'ai des doutes, c'est évident. Dès le départ, les gendarmes sont inquiets. Ils avertissent en haut lieu. J'appelle surtout le préfet pour savoir s'il y a un moyen de reporter ce match. Alerté, Henri Huron, le préfet de Haute-Corse, appelle la Fédération française de football, mais pour des problèmes de calendrier, elle ne peut rien faire. La Fédération française de football, qui semble-t-il était souveraine en la matière, a estimé qu'il n'était pas possible, pour des questions d'opportunité, sans doute de règlement intérieur, de reporter ce match. Donc le match devait avoir lieu à cette date-là et n'était pas possible. Donc bien lieu le 1992, la course contre la montre commence. « 10 jours pour construire une tribune de 10 000 places. 10 jours, les délais sont trop courts. Alors pour gagner du temps, les dirigeants du SC Bastia ne vont respecter aucune des règles légales. D'abord, avant de construire la nouvelle tribune, il faut démolir l'ancienne, la tribune Claude Papy. Fait troublant qui aurait dû alerter les autorités, les travaux commencent dès le lendemain du tirage au sort, en pleine nuit, à l'abri des regards et en toute illégalité. Personne n'a eu l'autorisation de détruire cette tribune. Il y a des règles de construction, s'agissant notamment des permis de construire et autres. Bon, on a dû s'asseoir un peu dessus. Hein. Cette tribune a été détruite en pleine nuit. Catimini, je dirais, en pleine nuit, sans aucune autorisation, sans permis de démolir. Il faut aussi un permis de démolir. En effet, en pareil cas, la loi fixe des règles. Pour démolir une tribune, le maire de la commune doit être consulté. À Furiani, il n'en est rien. Pire encore, les autorités de l'île, que ce soit les gendarmes, les pompiers et même le préfet, ne sont pas mis au courant. Pourtant, ils auraient dû être les premiers avertis. La préfecture l'apprend le lendemain, lorsque un employé de la préfecture, passant devant le stade pour se rendre à son travail, s'aperçoit que la vieille tribune en pierre a été démolie. C'est exactement ça. J'ai eu le même renseignement, moi, par mes gendarmes, qui, le matin, découvrent que la vieille tribune en pierre a été démolie. Nous n'étions pas prévenus, en tout cas, de la démolition et de la mise en place d'une nouvelle tribune. Nous l'avons appris par les journaux. Deuxième fait troublant, l'appel d'offres. Car pour construire en si peu de temps la nouvelle tribune provisoire de 10 000 places, les dirigeants du club bastiais doivent trouver une société capable de relever le défi. 2 entreprises spécialisées dans la construction de tribunes sont mises en concurrence. D'un côté, Space Location, de l'autre, Sud Tribune. Mais très vite, Space Location se retire. On m'avait demandé de faire un devis de 5 000 places que l'on a fait. Bon. Et puis, j'avais appelé le lendemain pour voir si ça allait. Et là, on
On m'a dit non, il faut 10 000 places. Ça ne me paraissait pas réaliste, en tout cas pour notre société. N'importe quelle société qui vous construit des tribunes de ce genre vous dira qu'une tribune de 10 000 places, allez, je vais schématiser pour faire court, il faut minimum 1 mois et 30 personnes pour la monter. Donc je lui ai dit, écoutez, nous, 5 000, on peut faire, mais à 10 000, on ne fait pas. Spes Location abandonne, reste Sud Tribune seul en lice, son ingénieur Jean-Marie Boimont est moins regardant sur les difficultés de construction. Car Furiani, c'est un marché énorme, près de 1 million de francs. Pour lui, qui était plutôt dans une passe difficile, si j'ai bien compris, au niveau de sa société, c'était certainement le moyen de relancer un petit peu sa société. Donc, il a accepté le challenge, sans doute persuadé qu'il y arriverait. Dès lors, la construction de la tribune peut commencer. Reste maintenant à vendre les billets. Nous sommes à 6 jours du match. La nouvelle tribune est en construction. Les délais sont courts, alors on décide de réquisitionner l'armée. Les ouvriers travaillent non-stop dimanche et jours fériés. Grâce aux 10 000 places supplémentaires de la nouvelle tribune, le club va multiplier la recette par 10. Pour les dirigeants, le match Bastia-OM est financièrement une aubaine. Il est certain que si on accueille 10 000 spectateurs, on multiplie par 10 000 le nombre d'entrées des billets. Et effectivement, c'était l'occasion pour le club de réaliser une excellente opération financière. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu augmenter la capacité des sièges pour accueillir le public, pour réaliser une bonne opération financière. C'est l'argent qui a guidé l'opération. C'est des gens qui ont pensé qu'au pognon. Ils n'ont pas pensé à l'être humain, à ces enfants morts. C'est dingue, quand j'y pense, je deviens fou. Fou, toutes ces souffrances pour rien, pour de l'argent. Parce que l'appât du gain a primé sur la sécurité des spectateurs, les dirigeants du club de Bastia vont donc agir dans la plus complète illégalité. Premier exemple, la vente des billets. Pendant que les ouvriers construisent la tribune, les spectateurs, eux, se pressent aux portes du stade pour acheter leur place. Pourtant, la vente des billets n'aurait pas dû commencer avant la fin des travaux. Avant un grand rassemblement de personnes, se réunit d'abord une commission, de manière à vérifier qu'un établissement recevant du public était à même de le faire dans les conditions normales de sécurité. La commission de sécurité est composée d'une dizaine de personnes. Pompiers, gendarmes, direction du club, ligue de football, elle est présidée par le préfet. Cette instance se réunit avant chaque match de football. Son rôle, vérifier la sécurité des installations et autoriser la vente des billets. Le jour de la vente des places, la commission de sécurité s'est bien réunie, mais elle refuse de donner son feu vert, car la tribune n'est pas encore terminée. La billetterie ne pouvait être distribuée que si, effectivement, la commission de sécurité s'est prononcée sur la régularité de cette construction. La grosse responsabilité, c'est de ne pas avoir attendu les accords des commissions de sécurité pour mettre les billets en vente. Si les billets n'avaient pas été mis en vente dans le public, la commission de sécurité n'ayant pas donné son accord, il n'y aurait pas eu de situation semblable. Si en 1992, Luc Pillard, membre de la Fédération française de football, ne s'oppose pas à la vente des billets, c'est qu'à l'époque, il a reçu ce document qui laisse penser que la commission a donné son accord pour la tenue du match. On peut dire... La commission de sécurité estime remplir les conditions pour un bon déroulement de la rencontre et donne son assentiment pour la tenue du match. Mais voilà, ce procès-verbal est un faux. La commission de sécurité n'a jamais autorisé la tenue du match et donc, la vente des billets ne pouvait avoir lieu. L'auteur de ce faux s'appelle Antoine Galeazzi, secrétaire général de la Ligue Corse. Il aurait rédigé ce document sur ordre de certains dirigeants du club de l'époque qui voulaient à tout prix que la rencontre ait lieu. Il
il y avait une forte influence du club de Bastia sur la Ligue régionale. C'est-à-dire que le club de Bastia pouvait imposer à la Ligue régionale ses desiderata. Quand on est président de club, on est quelqu'un d'important, on est même des fois plus important que le plus haut premier magistrat de la ville, et que le premier élu de la ville, c'est vrai. Le club, c'est le club. J'ose pas dire que c'est l'État dans l'État, mais quelque part. Deuxième exemple qui montre que le club de Bastia a voulu tirer profit de ce match, la recette. Comme le veut la règle, pour chaque rencontre de football, une feuille dite de recette indique les entrées d'argent enregistrées par le club. Ce jour-là, la recette du match est officiellement de 1 339 500 francs. En réalité, le match Bastia-OM a rapporté 3 fois plus. En fait, à Furiani, les billets ne comportent aucune mention de prix de vente. Facile alors pour Jean-François Philippi, le président du club, de fixer lui-même les tarifs, jusqu'à 500 francs la place. C'est une manifestation exceptionnelle, donc on va augmenter le prix des places. C'est l'occasion pour le club de remplir un petit peu les caisses. Donc effectivement, c'est vrai, il va y avoir une majoration du prix des billets. Est-ce que c'est légal ? Non, ce n'est pas légal. Quelques jours après la catastrophe, lors d'une interview qui n'a jamais été diffusée, Jean-François Philippi confirme timidement qu'il a illégalement augmenté le prix des billets. Alors on a majoré les billets, voilà. C'est clair. Non, c'était la fête. C'était en prévision de la fête, tout simplement. 15 ans après les faits, la recette du match Bastia-OM est toujours officiellement de 1 339 500 francs. Le reste, plus de 2 millions de francs, n'a jamais été retrouvé, ni par la police, ni par la justice. Au niveau de la recette, qui est donc la multiplication des billets par le coût, je ne sais pas où est passée cette recette, la totalité de la recette. Alors qu'est devenu l'argent, où il est passé, tout ça, le parquet aurait pu effectivement quand même procéder à des investigations. C'est la moindre des choses. Des billets surfacturés, une tribune construite à la hâte dans la plus complète illégalité. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la rencontre Bastia-OM s'engage mal. La catastrophe de Furiani était prévisible. 15 ans après les faits, nous allons vous raconter comment et pourquoi ce drame aurait pu être évité. Le 5 mai 1992, il est 16h. Pour les Corses, c'est le grand jour. Ce soir, Bastia rencontre Marseille en demi-finale de la Coupe de France. Le stade est comble. Plus de 16 000 personnes se sont déplacées, près d'un Corse sur 10. L'ambiance est surchauffée. C'est une ambiance très chaude, c'est évident. Moi j'avais peur plutôt du public, de ce qui allait se passer entre hordes de supporters, entre Bastiais et supporters marseillais. Il y a des holas sur la tribune, des piétinements sur la tribune. Ça bouge, quoi. Ça bouge et il y a du monde. Les dirigeants du club, eux, sont ravis. En 12 jours, ils ont réussi l'exploit de tripler la capacité du stade. Un pari fou, comme le dit le tract distribué à chaque spectateur. Mais en arrivant, on voyait que ce truc-là, il aurait du mal à tenir le coup. La tribune, je suis là, je fais ça, je dis, oh, c'est incroyable. Parce que je me souvenais de cette petite tribune en dur, qui devait contenir, je crois, 500 ou 600 personnes. Moi, j'imaginais pas ce que ça pouvait vouloir dire, plusieurs milliers de places sur une tribune. Je me dis que là, c'est vraiment gigantesque. Et c'est vrai qu'intérieurement, j'ai un frisson. Michel Codaccioni est journaliste. Comme ses confrères, il va s'installer tout en haut de l'édifice. Ici, l'endroit réservé pour la presse. Nous, on avait la tribune avec des tables
comme ça, provisoire sur les tribunes, et dans le dos, on a le vide, évidemment. Et on était à la dernière rangée. Avi Assouli travaille pour Radio France Provence. Avant le début du match, il prend l'antenne pour décrire l'ambiance dans le stade, et soudain, il a une mauvaise intuition et en fait part à ses auditeurs. Et je dis, je suis tout là-haut sur les tribunes du stade de Furiani, en plein milieu des supporters. On est tout là-haut. Je distingue à peine les joueurs. Il faut vraiment avoir des jumelles. Je les distingue à peine. Ça bouge et ça commence à bouger. Je bouge. On se croirait sur un bateau. Eh bien, écoutez, chers amis, chers auditeurs, j'espère être là à la fin du match. Qui m'a dit de dire ça? Pourquoi ai-je dit ça? Petit à petit, la tribune donne des signes de faiblesse. Nous sommes à 2 heures de la rencontre et le stade est déjà archi-comble. Dans les gradins, l'inquiétude grandit. Moi non plus, j'étais pas très rassuré. C'était quand même quelque chose d'impressionnant, qui avait l'air véritablement fragile. Déjà, quand ils étaient 250, 300 ou 500, je sais plus, quand on est arrivé, elle bougeait. Alors bon, après, quand ils ont été 1000, 1200, 1500, 2000 là-dedans, et qu'ils tapaient du pied, ça vibrait de partout. On sent qu'il y a danger, que quelque chose couvre, parce qu'on voit que ces spectateurs, effectivement, qui commencent à se mettre dans le spectacle, il faut qu'ils cessent la samba, quoi, parce que ça va pas, et on sent là les prémices, effectivement, du danger qui couvait sur le stade de Furiani. À moins d'1h30 de la rencontre ici à Bastia au stade Furiani, eh bien les 18 000 spectateurs sont déjà installés dans ce stade. Pour l'instant, beaucoup de passion. Le public est très heureux d'être là. Mais quelques incidents avec des jets de pétards, espérons que ça n'ira pas plus loin. Chauffés à blanc, les supporters tapent des pieds. Les vibrations font trembler la tribune et ce n'est pas normal. Pire encore, certaines pièces métalliques cèdent et des ouvriers sous la tribune tentent de consolider l'édifice. Et d'un coup, il y a un bout de fer, un bout de ferraille qui tombe, un bout de... Alors que j'avais carrément la main dessus, je sais qu'il y a le ravin derrière, il n'y a plus rien. Hein. Il y a un bout de ferraille qui tombe, là je prends peur. Il était à peu près 7h moins le quart, et donc là j'ai décidé d'aller prendre des boissons. Et quand je suis passé sous la tribune, sur les armatures, et qui était vraiment dépassé, en train de tout resserrer, et c'était la panique. Alerté, Raymond Ledin, le directeur de cabinet du préfet de Haute-Corse, court prévenir le speaker du stade qui, sur la pelouse, est chargé de distraire les spectateurs avant la rencontre. Et ce monsieur me dit, voilà, est-ce que vous pouvez demander au public de ne pas taper, alors ça hors micro, de ne pas taper des pieds, taper la partie, je crois, en bois et pas la partie métallique, ou vice-versa, peu importe. Alors je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que tout à l'heure, sous la tribune, il me dit, il y a une petite tôle qui s'est détachée. Petite tôle, vibration, je sais pas. Ok. Tapez pas des pieds sur la partie en fer. Pour des raisons de sécurité. Partie en bois, ok, mais pas la partie en fer. Il demande aux gens de se tenir tranquilles, mais enfin c'est comme s'ils pissaient dans un violon. Hein. Là vraiment, déjà dans un stade normal, et en plus dans un stade comme le stade de Furiani, chauffé à blanc pour une demi-finale de Coupe de France contre l'Olympique de Marseille, il peut demander tout ce qu'il veut, il ne sera jamais entendu. Paul Calassi était dans la tribune qui s'est effondrée. Lui aussi se souvient des appels au calme du speaker. Lorsque vous êtes sur un stade, ne pas taper des pieds, alors, on veut dire, c'est comme si vous allez voir un concert et de ne pas applaudir, veut dire quelque part, c'est complètement ridicule. Ils réagissent comme toute personne à qui on dit de ne pas faire quelque chose. C'est-à-dire que quand on leur dit ne faites pas, eh ben ils font. Donc ils se mettent à ce moment-là à taper violemment. Et je vous cache pas qu'au niveau de l'ambiance, moi personnellement, au niveau ambiance, vu du terrain, ça me plaisait parce que ça faisait un bruit. Moi je trouvais ça bien. Ça mettait de l'ambiance. Mais j'étais loin de présager ce qui allait se passer après. Les spectateurs continuent de taper des pieds. Et tout en bas de la tribune provisoire, un pompier constate que les gradins vacillent de plus en plus. Oui, mais ils veulent pas comprendre. Comment on leur dit, comment on leur dit,
il était caché, hein, carrément, on la voit bien. À quelques mètres de là, l'inquiétude gagne aussi les membres de la Fédération française de football présents sur le stade. Le problème, c'est qu'à force de taper sur ces cartes, le truc tombe. Et si ça tombe sur les gars qui passent en dessous, ou à qui passent au travers. Tout le monde s'inquiète. Tout le monde voit que la tribune menace de tomber. Mais voilà, rien n'est fait. La catastrophe semble inéluctable. Tous ceux qui ont vu ça auraient dû alerter, auraient dû crier, et ils l'ont vu venir, mais c'était trop tard. Ils ont dit, allez hop, c'est fini, on ne recule plus. Or, matériellement, il y avait la possibilité d'arrêter ce match. Mais bon, l'appât du gain, apparemment, pour certaines personnes, était plus fort que les morts que nous avons eus ce jour-là. Et les blessés graves aussi, parce que bon, je ne suis pas prêt d'oublier ce qu'on m'a fait aussi. Ce sont des assassins. Ils auraient pu arrêter. Ils le savaient avant. Il est 20h20. Les joueurs de l'OM et de Bastia terminent de s'échauffer. Dans quelques secondes, en direct à la télévision, des millions de téléspectateurs vont assister à l'un des drames les plus tragiques que la France ait connus. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À 20h20, Patrick Poivre d'Arvor s'apprête à donner l'antenne à ses envoyés spéciaux en Corse. Le match commenté par Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, dans les bras desquels je vous laisse maintenant pour Bastia-Marseille. Bonne soirée à tous. À ce moment précis, ce que tout le monde redoutait arrive. Muni d'une caméra, un spectateur filme la catastrophe, malgré lui. Nous avons constitué ce qui s'est passé à Furiani. Le match doit commencer dans quelques secondes. Les 10 000 spectateurs installés sur la nouvelle tribune sont surchauffés lorsque soudain l'arrière de la tribune s'écroule. J'ai vu, parce que je l'ai regardé, c'est-à-dire que j'ai fait exactement ça, j'ai fait ça. J'ai vu le haut de la tribune partir. Je suis resté et avec un bruit, mais un bruit assourdissant, mais loin. Et je me demande, mais j'ai pas compris. Installé en haut des gradins, Avi Assouli, le journaliste de Radio France Provence, se souvient. Ça bouge. J'ai l'écouteur, je suis en direct et je m'en vais. Et je sais que je meurs. Je sais que je perds. Et vous allez pas me croire. En 3 secondes, combien de temps on peut mettre pour tomber d'une tribune de 20 mètres? En 3 secondes, j'ai vu ma vie entière. J'ai revu ma famille, mes parents, ma femme, mes enfants. Et je leur disais adieu dans ma tête parce que je savais que j'allais mourir. Je me suis attrapé à ces espèces de chaises en plastique et je suis parti dans le vide sur le côté droit. Et à ce moment-là, on entend du bruit, on enlève nos casques et on regarde derrière. Et là, on voit qu'il manque la moitié de la tribune, en tout cas le tiers supérieur de la tribune. Et on est totalement désemparé, on remet notre casque et PPDA nous donne l'antenne. Vous allez voir la tribune en ce moment de Bastia, ou le stade Furiani. Il y a, semble-t-il, un problème. Au moment même où je suis en train de dire au revoir, j'ai même dit au revoir, je crois, je vois quelque chose sur mon écran de contrôle qui est très très imprécis, mais qui est très bizarre, qui n'est pas du tout l'image habituelle de ce que l'on montre dans ce genre de circonstances.
Toujours est-il qu'à un moment donné, je me rends compte qu'il y a un vrai drame. On parle de blessés, mais son confrère Jean-Michel Larquet, qui est allé sous la tribune, est lui beaucoup moins optimiste. Les conditions d'approche sont très difficiles et vous allez faire un tour. Malheureusement, je ne suis pas aussi optimiste que vous, car j'ose pas m'exprimer parce que... Et je dis, Thierry, je ne voudrais pas être oiseau de mauvais augure, mais je pense qu'il faut craindre autre chose que des blessés, et même que des blessés graves. Un ami à moi qui est venu, il me tenait la main et c'est lui qui me raconte, je perds mon sang de la bouche, je suis ouvert et il me dit « ça va à vie ?» Je lui dis « non, je vais mourir Jean-Michel ». Et il me dit « mais non ». Et je m'en souviens encore. Je dis « je vais mourir Jean-Michel, je t'en supplie, dis à ma famille que je les aime beaucoup, que c'est pas de ma faute ». Les secours s'organisent. De l'autre côté du terrain, les joueurs des deux équipes viennent eux aussi porter assistance aux spectateurs. Au fil des heures, le bilan s'alourdit. Les spectateurs sains et saufs tentent par le biais de la télévision de rassurer leur famille. Le plan rouge est déclenché. Pendant toute la nuit, des hélicoptères font la navette entre la Corse et les hôpitaux du continent. La pelouse du stade est transformée en hôpital de campagne. Des centaines de bénévoles participent comme ils le peuvent au secours. Parmi eux, le journaliste Michel Codaccioni. Je fais comme tout le monde. Je transporte des corps. J'apprends à faire une intubation grâce au patron du SAMU qui me montre comment faire. Lorsque l'on transporte les corps sur les planches de la tribune, les personnes qui ont été intubées perdent leur tube. Donc il faut s'arrêter et leur remettre le tube. Et moi, je ne veux pas faire de conneries. Et il me montre, et je ne suis pas sûr de ne pas faire de conneries d'ailleurs. À 4 heures du matin, tous les blessés sont évacués. Le bilan de la catastrophe est de 18 morts et 2357 blessés. La Corse est en deuil et très vite réclame des comptes. Enfourné face de la Fédération française de football et les premiers à s'exprimer. Dès le départ, rejette toute responsabilité dans le drame. Ce que je peux dire tout simplement, c'est que nous avions pris le maximum de précautions en ce qui concerne la sécurité et que nous avons les certificats nécessaires avant d'accueillir sur un stade comme celui-là, avant d'accueillir des spectateurs supplémentaires par rapport à la capacité normale. En réalité, le patron du football français se trompe, car aucune garantie de sécurité n'a été prise pour ce match, bien au contraire. Ce que tous les spectateurs ignoraient, c'est que ce soir-là, il n'y a pas eu de fatalité et que la catastrophe de Furiani aurait pu être évitée. La Corse est en deuil et en tête victime de la catastrophe de Furiani. Et déjà une question est sur toutes les lèvres. Pourquoi la tribune provisoire s'est-elle effondrée? Le gouvernement veut que toute la lumière soit faite et le Premier ministre de l'époque, Pierre Bérégovoy, affirme que des sanctions vont tomber. S'il y a eu des irrégularités commises sur le plan administratif, qui est de ma compétence, elles seront durement et rapidement sanctionnées. Très vite, une commission d'enquête est nommée.
Voici son rapport, il est accablant. Selon la commission, la catastrophe était bien prévisible. Il n'y a pas eu de fatalité. La tribune ne pouvait que s'effondrer et transformer le public accueilli en victime. Première mise en cause par le rapport, Sud Tribune, l'entreprise chargée de construire l'édifice. Car monter une tribune ou un échafaudage nécessite systématiquement un calcul précis et des plans détaillés. Pour Furiani, Jean-Marie Boismont, l'ingénieur de Sud Tribune, n'a rien fait de tout cela. On n'a retrouvé au cours de l'enquête aucun papier montrant qu'il avait fait une calcul de résistance des matériaux. On n'a retrouvé aucune note de montage, je dirais, sérieuse. Personne ne s'en est rendu compte, personne n'y a pensé avant. Hein. Et on ne lui a rien demandé, on n'a rien exigé. Il a simplement dit les matériaux que j'utilise ont déjà servi, ont été homologués, ont déjà servi, voilà, à tel endroit, pour tel jeu olympique, pour tel jeu, pour tel stade. Ça s'est fait et tout le monde l'a cru sur parole, personne n'a vérifié, personne ne lui a demandé si effectivement il avait fait une étude technique. Il a monté ça comme on monte un mécano, selon ses propres termes, qu'il a répété au cours de l'enquête d'ailleurs. Pire encore, lorsque Jean-Marie Boismont, l'ingénieur de Sud Tribune, commence la construction, il sait qu'une grève des dockers l'empêchera d'acheminer suffisamment de matériel. Alors, pour construire les 10 000 places, il ne lui reste qu'une solution, trouver sur l'île ce qui lui manque, et c'est pourquoi la tribune provisoire de Furiani sera construite en partie avec du matériel d'échafaudage, qui sert habituellement au ravalement d'immeubles. Donc il se retrouve avec deux types de matériel, qui sont de conception complètement différentes. Donc une structure cylindrique et une structure carrée, et il va assembler ça. C'était là le point de rupture, et il était à ce lieu d'assemblage de pièces différentes. Voilà la tribune une fois construite. À gauche, du matériel aux normes, composé de tubes d'acier carrés. À droite, un échafaudage inadapté, composé de tubes ronds. Et c'est à la jonction de ces deux structures que la tribune a cédé, comme le montre cette photo prise après le drame. Mais ce n'est pas tout. En auscultant la tribune, voici ce que découvrent les gendarmes. Des morceaux de bois ou des clous pour faire tenir des pièces entre elles. Des pieds simplement posés sur des parpaings ou à même le sol. Des vis sans écrou. De vulgaires ficelles pour arrimer l'édifice. Bref, la construction de la tribune de Furiani a été bâclée. Aucune mesure de sécurité n'a été prise. Les règles les plus élémentaires de la construction n'ont même pas été respectées. Et cet ouvrage était voué à l'échec à 100%. Alors ça, c'est effectivement un constat qui est tout à fait accablant vis-à-vis du constructeur. Deuxième mise en cause par le rapport, la commission de sécurité. Composée d'une dizaine de représentants de l'État, son avis est indispensable avant tout match de football. À Furiani, cette commission de sécurité s'est réunie à maintes reprises et à chaque fois, elle a constaté que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour la tenue du match. Jusqu'au jour de la rencontre, où les membres de cette commission avouent, dans un procès-verbal, le niveau de sécurité reste très insuffisant. La commission propose d'émettre un avis défavorable. On s'aperçoit qu'il y a un avis défavorable qui est donné et le match va être joué quand même. Le match était programmé, les spectateurs étaient là, les billets étaient vendus, la machine était lancée, je dirais, le feu était allumé, il n'avait plus qu'à s'embraser. En toute logique, le match aurait donc dû être annulé. Seul le préfet et son directeur de cabinet avaient autorité pour le faire. Il leur suffisait d'inscrire à la main avis défavorable sur le procès-verbal de la commission. Mais voilà, à Furiani, aucun avis ne sera donné, car 3 heures avant la rencontre, les deux patrons de la commission de sécurité sont introuvables. On cherche le préfet, on cherche le directeur de cabinet, il ne risque pas de les trouver. Parce qu'à ce moment-là, le préfet, le directeur de cabinet sont déjà à l'aéroport de Bastia-Poretta pour accueillir les ministres. N'oubliez pas que nous avions 2 ministres qui venaient ce jour-là.
Et je le sais bien, parce que j'étais présent avec eux donc sur le tarmac de l'aéroport. Donc le PV n'est pas signé. Parce que le préfet de Bastia accueille Bernard Tapie, ministre de la ville, et Émile Zuccarelli, ministre des Postes à l'aéroport de Bastia, il ne peut assister à la commission de sécurité et donc s'opposer à l'ouverture du stade. L'absence d'Henri Huron, le préfet de Bastia, et de son adjoint a été pour le moins regrettable. Enfin, l'enquête met en cause directement le tout-puissant club de Bastia. Si à Furiani, personne n'a joué son rôle avant le drame, ni Sud Tribune, ni le préfet, ni la commission de sécurité, ni même les instances du football, c'est qu'à Bastia, s'opposer au club pouvait s'avérer très dangereux. Car en Corse, le Sporting Club de Bastia n'est pas seulement un club de football, c'est aussi et surtout à l'époque un instrument politique au service des idées nationalistes. À cette époque-là, et depuis longtemps, le club a été le porte-drapeau du corcisme, le porte-drapeau de l'insularité, le drapeau blanc à tête de mort. On ne voyait que là. Pas contester que les dirigeants étaient en grand nombre des personnes proches des milieux nationalistes. Partout. Pas tous. Pas tous. Une partie non négligeable. Preuve en est ces images. Elles ont été tournées lors des obsèques d'un membre du FLNC Canal Historique, un groupe armé qui prône l'indépendance de l'île. Ceux qui portent le cercueil s'appellent Jean-Martin Verdy et Charles Pierry. Dans les vestiaires de Bastia, les soirs de match. Pour Jean-François Philippi et ses amis nationalistes, la rencontre contre l'OM est donc une occasion unique de remplir les caisses du club. Rien ni personne ne doit venir contrarier cet événement, pas même pour des raisons de sécurité. C'est le président Philippi qui décide qu'on va faire la tribune, et voilà, c'est lui le patron, et c'est lui qui mène l'opération. Et le préfet, pour diverses raisons, ne veut pas se mettre en conflit avec le président Philippi. Il y a eu de la pression qui était exercée par le club auprès de ses administratifs, mais qui sont aussi des Corses, qui vivent en Corse, qui sont à la préfecture ou dans les bureaux voisins, chez les pompiers, etc. Et à qui on demande le service, surtout, il faut régler ça, il faut faire le problème administratif, et puis c'est tout. Voilà. Jean-François Philippi et certains dirigeants de l'époque ont donc tout mis en œuvre pour que le match ait lieu, et personne n'a visiblement osé les contrarier, de peur de représailles. Et si certaines victimes cherchent à mettre en cause le club, la riposte ne tarde pas. Il y aura des menaces de mort, des paroles très dures prononcées, parce que la recherche de la vérité, par ces gens-là, par ces victimes, gêne. Si de telles méthodes ont été employées, c'est que le match Bastia-OM représente pour le club de l'époque un enjeu considérable. Jean-Pierre Lemoyne, chargé par le Premier ministre de l'époque d'enquêter sur la catastrophe, est le premier à s'en rendre compte. Voilà ce qu'il révèle dans son rapport que nous nous sommes procurés. Le club a voulu faire une opération financière. La recette est en réalité d'au moins 3 millions de francs. La recette du match Bastia-OM a en grande partie disparu et personne ne sait où elle est passée. Pourtant, aujourd'hui, un ancien nationaliste a décidé de rompre la loi du silence. Est-ce que l'argent qui disparaît part dans les caisses du FLNC? L'argent qui disparaît doit aller dans les poches de certains dirigeants du FLNC. On peut légitimement penser dans ces cas-là que les gens qui récupéraient cet argent faisaient partie du noyau dur du club. Absolument. Pour retrouver cet argent, la justice se devait donc d'enquêter au sein des nationalistes membres du club de Bastia, mais voilà, elle ne l'a pas fait. On a fait une demande auprès du parquet pour qu'une information soit ouverte. Alors, elle a été ouverte avec beaucoup de retard, avec le temps, puis finalement, elle n'a rien donné. Pas revenir là-dessus non plus, et on ne sait pas où c'était. Mais c'est une défaillance, c'est sûr.
cet acte figure au rang des actes très courants qui illustrent l'absence totale d'état de droit en Corse. Janvier 1995, la justice rend son verdict. La ville de Bastia est en état de siège. 400 policiers, CRS et gendarmes sont mobilisés. Rarement, l'ambiance d'un procès aura été aussi lourde et tendue. Les prévenus comparaissent dans un box vitré anti-balles. Ce jour-là, les victimes de la catastrophe de Furiani l'attendent depuis longtemps et n'espèrent qu'une chose, que les coupables soient sévèrement punis. Ils vont être déçus. Henri Huron, le préfet de l'époque, est déclaré non coupable. Il est relaxé. Aujourd'hui, il est toujours préfet, mais sans affectation. Il exporte du matériel militaire pour le compte de l'État. Raymond Ledin, chef de cabinet du préfet, est condamné à 20 mois de prison avec sursis pour blessure et homicide involontaire. Aujourd'hui, il a un poste discret au ministère de l'Intérieur. Jean Fournet-Fayard, l'ancien président de la Fédération française de football, l'organisateur de la rencontre, a été entendu comme témoin, mais il n'a jamais été poursuivi. En revanche, son collaborateur Luc Pilar a été condamné à 20 mois de prison avec sursis pour blessure et homicide involontaire. Il est aujourd'hui à la retraite. Les dirigeants de la Ligue Corse ont eux aussi écopé d'une peine de 20 mois de prison avec sursis. Grand absent des débats, Jean-François Philippi. Le patron du club de Bastia a été abattu en pleine rue. L'information judiciaire pour escroquerie et abus de confiance a abouti à un non-lieu. C'est son adjoint Michel Lorenzi qui est condamné à 10 mois de prison avec sursis pour faux et usage de faux. Enfin, Jean-Marie Boismont, l'ingénieur de Sud Tribune, est le seul à avoir reconnu ses fautes. Il est condamné à 2 ans de prison ferme pour blessure et homicide involontaire. Aujourd'hui, il vit retiré quelque part en France. Finalement, et contre toute attente, la justice a été particulièrement clémente à l'égard des principaux responsables de la catastrophe. À l'annonce du verdict, les victimes hurlent leur colère devant les caméras de télévision. C'est une honte. Tuer pour de l'argent, prendre que 2 ans. C'est absolument une honte. Ce sont nos enfants qui ont été condamnés, une seconde fois. 2 fois ils ont été condamnés. Ils n'ont rien eu, ils n'ont rien. Ils n'ont rien eu, nos enfants. À l'issue du verdict, certaines victimes écœurées s'en prennent violemment aux forces de l'ordre. Le peuple corse restera marqué à jamais par le drame de Furiani et n'est pas prêt d'oublier qu'à cause d'un simple match de football, 18 personnes sont mortes et plusieurs centaines resteront paralysées à vie. Voilà pour cette enquête signée Romain Icard. En plateau avec nous ce soir, Pierre Ménès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, on a le plaisir de vous voir tous les dimanches. Là, c'est la même sur place. M6, vous êtes juste là. Alors, à l'époque des faits, vous travailliez à l'Équipe magazine, Ouais. allez non, au journal L'Équipe d'ailleurs. Mhm. Comment vous avez vécu cette soirée? J'étais jeune à l'époque, donc jeune journaliste, on faisait partie des équipes qui attendaient la réception des papiers. Et donc on avait les 3 envoyés spéciaux de l'équipe de l'époque, Jean-Marie Lanoé, Jean-Paul Oudot et Laurent Wetzel, qui étaient là et qui nous disaient quand même que cette tribune, elle faisait un drôle de bruit. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient sur la tribune? Ils étaient dans la tribune, oui, ils sont tombés ouais. tous les 3, oui. Ils ont été blessés tous les 3, dont un très gravement. Et ils étaient pas tranquilles du tout. Il y en avait un des 2 qui était tellement pas tranquille qu'il a appelé son épouse pour lui dire ça fait un bruit incroyable, ça vibre, je vais aller ailleurs. Et au moment où il a dit ailleurs, elle a entendu ah et il est tombé. Et il est passé à 2 mm d'être tétraplégique puisqu'il lui restait 2 mm
en état de marche sur la première lombaire ouverte. Mais c'est assez étonnant parce que ce soit les journalistes de presse écrite, de radio, il y en a beaucoup qui sont en direct et qui disent c'est bizarre, ça tangue, on n'a pas confiance, on est inquiet. Pourquoi est-ce qu'ils descendent pas à ce moment-là? Moi, je crois qu'il y a essentiellement 2 raisons, et Pierre va les confirmer. D'abord, on n'imagine pas que ça peut se passer. C'est ça, c'est l'inimaginable. Voilà. C'est inimaginable. On pense que ça c'est verrouillé, etc. Et la seconde raison, c'est que c'est un grand match, comme moi, dans le temps, un grand procès, truc comme ça. On va pas louper ça. Donc, quoi qu'il se passe, on reste. Et bien, ils sont restés. Ils sont restés, ils sont tombés. Non, mais je pense qu'en plus les supporters tapaient des pieds. Ah oui, c'est ça. On était à quelques minutes du coup d'envoi. Un effet de caisse de résonance qui a fait que tout s'est effondré. Enfin, comme un château de cartes. Hein. Puis enfin, on a bien vu exactement le document le montre bien, c'est-à-dire l'assemblage avec des tubulures rondes d'un côté, carrées de l'autre, et ça s'est écroulé à l'endroit de la césure, quoi. Alors justement, vous, les journalistes sportifs, vous retrouvez dans un cadre qui dépasse complètement le cadre purement sportif. Comment vous traitez cet événement? Ce soir-là, je t'avouerai que le seul souvenir que j'ai, c'est l'inquiétude. Parce qu'en plus, vraiment, celui de Jean-Marie Lanoé, qui a été le plus gravement blessé des 3, était à l'époque mon meilleur ami au journal. Donc j'avoue que j'étais pas très très préoccupé sur la manière de redonner l'information. J'étais plutôt préoccupé par l'état de santé de mon ami, et on a attendu. Il y avait les photographes, c'est surtout les photographes qui ont beaucoup travaillé ce soir. Et qu'est-ce que vos reporters vous ont raconté, votre meilleur ami notamment, qu'on n'a pas forcément lu dans la presse Ce qui revient, c'est surtout le bruit que ça faisait, quoi. C'est-à-dire que je vous dis vraiment, au moment où il était en train de prévenir son épouse qu'elle s'inquiète pas, qu'il allait pas rester là, c'est le moment où la tribune s'est effondrée, quoi. Faut quand même imaginer que la tribune s'est effondrée avant le match. C'est-à-dire... c'est dire à quel point c'était construit n'importe comment. Maintenant, il faut aussi savoir comment était le stade de Furiani avant. C'était inimaginable. Inimaginable. Je sais que sur ce plateau à 100% foot, je reviens sur la qualité effroyable des stades en France, mais Furiani, on dirait, il y a des coins de Furiani, on dirait un camp de concentration. Il y a des barbelés rouillés, il y a du verre cassé, il y a des trucs et encore aujourd'hui, parce qu'il faut savoir qu'ils ont obtenu du coup évidemment des crédits pour reconstruire un stade, mais bizarrement il n'y a qu'un demi-stade de reconstruit. Et à l'époque, quand vous avez les joies de la Corse, ça. Oui. À l'époque, quand vous avez su que le match allait se dérouler dans ce stade, vous aviez déjà un petit doute, il y avait des inquiétudes parmi les journalistes sportifs qui disaient mais comment on va pouvoir jouer là? Non, mais de toute façon, il y a toujours eu une forme de lâcheté de la part de la fédération et de la Ligue par rapport à ce qui se passe en Corse. Vous savez, je ne connais pas un journaliste sportif qui n'ait pas une anecdote sur un match à Furiani. Moi, il m'était arrivé quelques mois après, non c'était après je pense, d'être obligé de quitter le stade avec les supporters qui nous couraient après parce qu'on était journalistes parisiens et qu'on suivait le Paris Saint-Germain. Voilà. Les gens sont très chaleureux en Corse. Beaucoup moins quand on est dans l'enceinte du stade. Il y a une sorte de folklore, c'est toujours pareil. Ah, c'est sympathique, vous savez comment c'est la Corse, c'est viril mais correct, c'est surtout viril quand même. Mais vous avez l'impression que la Fédération française de football a un peu fermé les yeux sur ce qui se passait en Corse D'une manière générale, oui. Longtemps, le président de la commission de discipline de la Fédération était corse, où il avait une maison en Corse, donc de toute façon, il valait mieux pas qu'il soit trop sévère, sinon ça pète. Voilà, c'est difficile, mais quand on voit aujourd'hui, quand on voit qu'il n'y a qu'un demi-stade neuf à Furiani, on se dit que tous les problèmes n'ont pas été totalement réglés. Et vous avez l'impression qu'à l'époque, la fédération était moins regardante, moins exigeante sur la construction de cette tribune qu'on a laissé faire en fait. Moi, je pense qu'elle n'a pas été consultée, la Fédé. Non, il y a quand même un élément qui était important, c'est de savoir quand même qu'un certain nombre de gens dans la fédération et dans les milieux sportifs savaient que ce stade n'était pas en état de recevoir une demi-finale, c'est la demi-finale. Et on le voit bien dans le document, puisqu'il y a le capitaine de gendarmerie, je crois, qui était très tranquillement, mais il dévoile la réalité des choses. Même lui est étonné. Le préfet, il s'étonne pas qu'on construise un stade en 15 jours. Le directeur de cabinet du préfet, la commission de sécurité, non seulement elle dit, mais je veux dire, elle accepte que le match ait lieu, malgré qu'elle ait noté que les systèmes de sécurité n'est pas. C'est un silence maudit autour de ce match. Pourquoi ce silence maudit ? Il fallait absolument qu'il ait lieu en Corse,
pour un certain nombre de raisons, dont certaines n'ont pas été développées au procès, c'est certain. Le club de foot de Bastia, tout le monde savait que c'était un bastion nationaliste, et d'ailleurs, on sait très bien qu'il y a plus de 3 millions de la recette qui ont disparu, on se demande où. Enfin, on se demande. Et la disparition du président du club, il y a plusieurs thèses en présence. Monsieur Philippi, est-ce qu'il a été réellement victime Il m'avait visité le stade quelques mois auparavant, en me montrant à quel point c'était minable, quoi. Oui, alors est-ce qu'il a été éliminé par comme on l'a dit, une rivalité politique, ou éliminé par des gens qui ont été les parents des victimes, parce qu'il s'est fait quand même un petit peu rapidement, il faut bien le dire. Pierre Ménès, vous vous sentez en sécurité dans les stades de foot ? Maintenant. Aujourd'hui ? Oui. Oh oui. Bon, il y a des stades un petit peu... Il y a des stades où c'est pas tellement la construction qui fait le danger, ce sont les gens qui sont dans le stade qui font le danger. Il y a eu quelques déplacements en Grèce, j'ai souvenir d'un déplacement à Bologne, mais là c'est plutôt face à des supporters, à des hooligans, des choses comme ça. Les stades en lui-même, non, mais on est incroyable. Il y a des stades où il pourrait y avoir... Le stade à Nice, c'est un stade là aussi dangereux. Pourquoi il est dangereux, le stade de Nice ? Parce qu'il est construit de briquets de broc, il est rafistolé pareil, avec des bouts de ficelle. Enfin, c'est-à-dire qu'on est au même... Non, parce que ce sont pas des tribunes provisoires. Ce sont des tribunes vétustes. Il n'y a pas de... Il y a pas de... Et en France, on a un problème terrible pour construire des stades. Dès qu'un club choisit un lieu, il y a toujours une association de riverains. Alors à Lille, c'est parce que ça va masquer la vue du beffroi. À Valenciennes, c'est parce que ça va faire des embouteillages les soirs des matchs, n'importe quoi. À Lyon, c'est parce que le paysan qui a 3 hectares, il veut le vendre 3 fois plus cher parce que c'est pour un stade de foot. Alors qu'en Allemagne, quand il y a la Coupe du Monde, tout le monde se met pour la Coupe du Monde. On construit des stades de 60 000 places partout et on prend 30 ans d'avance sur la France. Et les gens peuvent avoir l'impression que je m'éloigne, mais c'est aussi ça. Je veux dire, c'est l'absence de stade digne de ce nom. Parce que Bastia, c'est quand même un club, faut se souvenir, qui en 78 a fait une finale de Coupe d'Europe à Furiani. Oui, bien sûr. Finale de Coupe d'Europe à Furiani. Un événement majeur. Voilà, dans un stade qui faisait 10 000 places. Aujourd'hui, c'est même pas le droit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, on ne peut pas organiser un match de Coupe d'Europe dans un stade de moins de 25 000 places assises. Donc là, c'est... Donc on a tiré les enseignements de on n'a rien tiré du tout. On a fait la Coupe du Monde 98. En France, on a construit un stade neuf, le Stade de France. Sinon, on a mis 3 bouts de scotch et un bout de rustine sur la Beaujoire, Geoffroy Guichard ou le Stade Bollaert. En France, même cette histoire dramatique, pire que dramatique, n'a pas servi de leçon. Parce qu'évidemment, il y a la partie justice, drame humain, décès, il y a la partie stade de foot, et elle n'a pas servi de leçon à cette partie du problème. Et en enquêtant, on a découvert aussi qu'il n'y avait pas vraiment de réglementation sur les tribunes provisoires. Alors par exemple, les tribunes dans un chapiteau de cirque, c'est réglementé, mais une tribune provisoire extérieure, il n'y a toujours pas de réglementation. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont pas... En France, on se focalise sur des choses, on veut vraiment beaucoup réglementer des choses qui n'ont pas de problème. Ça, si vous dépassez de 50, la vitesse limitée de 2 km/h, c'est tout si vous n'allez pas en prison. Par contre, des choses comme ça, qui évidemment coûtent un peu plus d'argent, parce qu'il faut des portes fermées, parce qu'il faut des caméras infrarouges pour surveiller les lignes, parce qu'il faut des stades accueillants pour que les gens ils aillent au stade en famille et en toute sécurité. Bien sûr. Et je veux dire, à un moment donné, la convivialité, ça se crée aussi par l'endroit où vous êtes. Je veux dire, Furiani, même aujourd'hui, Furiani, c'est pas convivial. Je veux dire, je n'avais pas très très envie d'y aller avec papa et maman. Et ça ressemble à quoi, Furiani, maintenant ? À rien. Un demi-stade à peu près normal. Et en face, c'est toujours des vieilles tribunes, toutes petites, complètement pourries, avec des planches de bois qui tombent, avec des pics de fer rouillés. C'est n'importe quoi, mais bon, de toute façon, aujourd'hui, le club de Bastia traîne tout ça comme un boulet depuis des années aussi. Hein. Est-ce que Furiani, c'est l'une des plus grandes tragédies liées à une manifestation sportive ? Il y a eu le Heysel, hein. Il y a eu le Heysel qui a un phénomène de foule, il y a eu Hillsborough, qui a là aussi encore touché les supporters de Liverpool. Mais les Anglais, là, à la suite de ces deux drames, ils ont pris le taureau par les cornes. D'abord, ils ont été suspendus de Coupe d'Europe plusieurs années.
Et puis ils ont pris là, tous les stades sont surveillés par vidéo. Aujourd'hui, vous balancez une pièce de monnaie. Je raconte toujours cette histoire. Il y a un supporter de Chelsea qui a balancé un briquet qui est arrivé sur l'œil de Thierry Henry. Il a été suspendu de stade à vie et les 12 personnes autour de lui. Parce qu'ils ont été chopés par la vidéo. Alors les gens aujourd'hui vous diront ah oui mais alors les stades en Europe, les stades en Angleterre, ça coûte très cher. C'est vrai. Il n'y a pas droit aux fumigènes. C'est vrai. Mais les stades sont pleins. Et il y a une magnifique ambiance. En France, là, en ce moment, vous avez Marseille qui vient de prendre un match à huis clos de suspension pour jet de fumigène. Paris Saint-Germain, un match avec sursis. Alors, les fumigènes, les abrutis trouvent que c'est joli, ça fait de la fumée, ça crame, c'est chouette, c'est super. Jusqu'au jour où il y a 12 supporters qui vont s'enflammer comme des torches parce que les fumigènes, ils auront été mal lancés. Juste pour revenir sur Feuillani, ce qui est difficile à comprendre, c'est à partir du moment où il y a ce bruit dont vous parlez, Pierre Ménez, où ça tangue, pourquoi on n'arrête pas la manifestation, on ne fait pas descendre tout le monde? Parce que le stade, il est plein. C'est comme les gens qui disent mais pourquoi... C'est une question de sécurité alors. C'est comme les gens disent pourquoi on a fait jouer la finale Liverpool-Juventus au Ezel alors qu'on savait qu'il y avait des morts. Mais si on fait sortir les gens du stade à ce moment-là, c'est pire. C'est comme, là aussi, c'est comme quand j'entends des politiques dire on a sifflé la Marseillaise à France-Tunisie, on annule le match. Très très bien. Donc on va mettre dans la rue 80 000 personnes en colère. Et là, ça va être ratonnade sanglante à tous les coins du truc. Alors là, on aura tout gagné. Donc en fait, c'était un piège. Non, c'est pas que c'est un piège, c'est qu'à un moment donné, il faut rester aussi, ne pas aller plus loin dans l'insécurité. Il faut effectivement, à Furiani, tu avais dit aux gens, oh là là, non, là, qui était pleine, on était à quoi 10 minutes du coup d'envoi. Oui. Si la bulle était archi on dit non, attendez, ça risque de tomber, vous descendez de là. Le speaker n'a pas arrêté de dire arrêtez de taper, de taper. Puis il disait ça, il le dit, hein, plus les gens commençaient par jeu, en quelque sorte. Bon, le résultat, c'est qu'il y en a quelques-uns qui, aujourd'hui, ne peuvent plus taper des pieds. Merci infiniment, Pierre Ménez. Je rappelle que vous tenez un blog sur Internet qui a un succès fou, je pourrais même dire un succès foot, qui ne parle que de foot. Que de ça. Et vous vous y surnommez Pierrot le foot. Voilà, c'est un hommage à Paul. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, l'actualité des faits divers en France et à l'étranger, c'est Enquête Chrono, le tout en images préparé par Olivier Trive.